Bonjour à tous. Je vais commencer pendant qu'on branche l'ordinateur. D'abord, merci pour cette invitation à échanger sur l'intelligence artificielle. Je vous ai mis une photo du centre Teilhard de Chardin de Saclay, où j'anime un groupe de réflexion sur l'intelligence artificielle. Donc moi, je suis chercheur en informatique, je vais préciser, hein. Ça me donne un point de vue particulier sur ces questions, donc à l'INRIA. Et donc, j'essaye quand même d'animer avec quelques amis, collègues, euh, une réflexion sur c'est quoi les conséquences anthropologiques de la révolution de l'IA qui est en cours. Et donc, je pense que c'est à ce titre que je vais essayer de vous parler ce matin. Alors, c'est compliqué de passer après Bruno parce qu'il a déjà un peu tout dit, il a un peu éventé tous les sujets. Mais on va essayer quand même d'approfondir quelques questions. Là. Faut que j'arrive à voir comment ça marche. Voilà. Donc, je vais tout d'abord revenir sur un tableau un petit peu factuel de ce qu'est l'IA aujourd'hui, en insistant sur justement la nature statistique de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui, parce que ça dégonfle, je pense, un peu certains mythes, une fois qu'on a bien compris ça. Euh, Ensuite, je vais prendre un petit pas de recul par rapport à ce tableau et on va se poser la question ensemble, pourquoi d'abord cette IA nous impressionne-t-elle et de façon dialectique, mais en quoi est-elle limitée? Parce qu'elle a des limites et c'est important de bien les cerner. Et puis ensuite, j'essaierai de décrire un chemin possible vers une IA plus intelligente, enfin, quels pourraient être dans au moins la décennie à venir, les progrès de l'IA qui nous amèneraient vers ce qu'on a appelé déjà une IA forte. Voilà, je commence par la vague de Kanagawa pour dire que euh, on parle de l'IA aujourd'hui. Alors vous, l'IA est entrée dans vos vies en novembre 2022 quand OpenAI a mis en ligne ChatGPT. Mais attention, la vague, elle a pris 30 ans à monter. C'est pas juste un petit truc qui fait boum. C'est quelque chose qui s'est fait sur le temps long. Je dis 30 ans parce que pour moi, c'est comme Internet qui est le point de départ de tout. Internet a permis de connecter des données, d'amasser les données. Et finalement, c'est ça qui a été le fuel, qui est le fuel, on va dire, de l'explosion de l'IA actuelle. Et ensuite, il y a eu des tas de petits pas, alors qui ont été totalement invisibles pour le grand public, encore une fois, jusqu'en 2022. Mais dans les années 2000, les méthodes d'optimisation, on a commencé à mieux comprendre ce que c'était que l'apprentissage. Toute la théorie de l'apprentissage automatique, elle s'est faite en grande partie dans les années 2000-2010, euh, jusqu'à ce que, en 2012, en fait, pour la première fois, les chercheurs, la communauté scientifique a compris que l'IA avait un pouvoir totalement incroyable, disons-le comme ça. C'est-à-dire qu'elle était capable de résoudre des problèmes qu'on croyait en gros impossibles à craquer. Donc, il faut bien penser que la mise à jour de l'IA, la vague actuelle de l'IA, elle date bien de 2012, hein, donc 10 ans avant ce qui est apparu pour le grand public. Alors, ça s'est produit dans une compétition de vision artificielle, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelle pardon, un challenge dans notre communauté. C'est une compétition où on offre un problème aux chercheurs. Ils ont à leur disposition une base de données d'images avec des annotations qui décrivent ce qu'est l'image. Et puis ensuite, on vous donne d'autres images que vous n'avez jamais vues. Il faut être capable de décrire ce qui est dedans, donc de classifier en quelque sorte les images dans des catégories sémantiques, hein. Et donc, il y avait cette compétition qui répond au doux nom de ILSVRC 2012 et qui était construite, c'est très important, sur une base de données particulière, ImageNet, qui avait été construite en 2008-2009. Je vous ai dit, ça c'est l'IA est fille d'Internet, encore une fois. C'est parce qu'il y a eu ImageNet qui rassemblait pour la première fois 1 million d'images qu'on a pu passer à l'échelle et que l'IA a pu montrer ce qu'elle était capable de faire. Donc,
Ce qui se passait, c'est que les différents labos proposaient chacun leur solution pour, entre guillemets, captionner les images, c'est-à-dire trouver la sémantique des images, d'accord? On mesurait le taux d'erreur. Et donc, c'était dans les 28% en 2010, 26% en 2011. Et c'était très, très dur de gagner un quart de point parce que il fallait arriver à, encore une fois, passer le test de la généralisation. C'était vraiment difficile. Et puis, l'équipe de Geoff Hinton, tout d'un coup, en 2012, arrive et met 10 points dans la vue à tout le monde avec un score d'erreur qui tombe à 16%. Et ça, tout le monde était baba. Ils avaient battu toute la communauté à plat de couture sur un sujet qu'on pensait complètement éculé et où on avait cessé de progresser. Et donc, c'est parce que eux avaient utilisé donc cette méthodologie de l'apprentissage profond appliquée à cette grande base de données d'images. Et puis, ça s'est pas arrêté là. Dans les années qui ont suivi, les performances ont continué à progresser jusqu'à ce que cette compétition devienne futile, parce qu'en gros, les systèmes ne faisaient plus d'erreurs, hein. Le taux d'erreur humaine à ce jeu-là, c'est 5%. Et donc, dès 2015, les compétiteurs, les systèmes d'IA qui avaient été mis au point, faisaient mieux déjà que les humains. C'est normal, hein, un système informatique, il peut travailler sur des millions d'images et donc il peut emmagasiner plein d'informations. Il peut être, entre guillemets, très expert pour identifier des objets. Derrière des applis hein, qui identifient, je sais pas quoi, les plantes dans la nature. Vous prenez une photo et on vous dit ce que c'est. Bah oui, un système qui a vu, aujourd'hui, c'est des milliards d'images. Il est forcément meilleur que nous pour reconnaître ce qu'il y a dans les images. Il y a pas de, il y a pas de surprise. Alors depuis, l'IA a accumulé les succès. Donc ce premier succès a fait que vraiment des milliers de chercheurs dans le monde se sont focalisés dessus. Et donc dans le monde du langage. Jusqu'en 2018, hein, les modèles de langage que nous avions étaient vraiment rustiques et assez pauvres, hein. Donc en 2018, on a commencé à avoir donc des architectures plus puissantes, les transformers, etc. On va en reparler un petit peu. Puis les modèles de repliement de protéines, on a parlé de l'imagerie médicale, etc. Euh, la visibilité est venue en 2018 avec déjà le Turing Award décerné à Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann Lequin. Donc il y a un Français parmi les trois, on est content. Puis même deux francophones et francophiles parmi les trois, Bengio et Lequin. Euh, et donc c'est vrai que la France participe à cet essor. Et évidemment, l'IA est aujourd'hui devenue un moteur économique et aussi un moteur du progrès des connaissances, confère les prix Nobel 2024 attribués à Hinton d'une part et à des équipes ayant utilisé l'IA d'autre part. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc comment et pourquoi l'IA fonctionne-t-elle? Alors, je prends l'IA donc au sens de ces modèles très puissants. La définition de l'IA, on pourrait en discuter longtemps. Bon, je prends l'IA au sens de ces modèles hyper puissants, hein, qu'on a depuis donc une dizaine d'années, suivant les domaines qu'on considère. Donc, encore une fois, l'idée qui a fait, on en parle aujourd'hui parce qu'on est sorti clairement des systèmes basés sur les règles, et l'idée c'était d'apprendre statistiquement une régularité à partir d'une base de données. Si vous voulez reconnaître ce qu'est un vélo, on peut évidemment essayer de décrire la structure d'un vélo, comment il doit apparaître dans une image, etc., la roue avec des rayons, le cadre, etc. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez jamais toujours, enfin, vous n'allez jamais généraliser parfaitement parce qu'il y aura toujours un cas un peu compliqué où votre image a une occlusion, c'est-à-dire que vous ne voyez pas l'objet en entier, vous le voyez sous un angle un peu bizarre, etc. Et donc, si vous voulez apprendre par des règles, eh bien, vos règles se cassent la figure, elles se fracassent face à la réalité, et très vite. Et donc, si vous voulez que ça marche, il faut plutôt dire, ben, euh, je ne sais pas ce qu'est un vélo, mais voici des milliers, des millions d'images de vélos. Et à partir de ça, on peut voir ce qu'est un vélo et ce que n'est pas un vélo. Et on laisse le système se construire, en quelque sorte, une représentation interne de ce qu'est le vélo. Donc ça apporte une flexibilité. Et encore une fois, cette flexibilité a rendu l'IA puissante. Ça nécessite évidemment des masses de données. Et je vous ai dit déjà plusieurs fois, l'IA est fille d'Internet. Euh, ce qui a été nouveau également hein, dans les années
2005, etc., c'était l'arrivée de modèles de grande capacité, donc ce qu'on appelle ces grands réseaux de neurones, qui étaient à un moment donné inspirés de ce qu'on a fait, de ce qu'on comprend du cerveau, de moins en moins aujourd'hui. Et donc, on peut appeler ça l'apprentissage profond. C'est l'apprentissage avec des modèles très complexes qui auront la capacité à encoder des informations compliquées. Par exemple, dans un texte, savoir qu'un pronom se réfère à une personne qui a été nommée, par exemple, 10 lignes avant. Voilà. C'est quelque chose que nous faisons naturellement quand nous lisons, et c'est très compliqué à implémenter dans un système informatique. Eh bien, si un système est peu profond, il n'arrivera pas à avoir cette capacité à faire des liens dans un texte à travers une dizaine de lignes. Quand le système est profond, il a cette capacité à envisager le texte avec tout son historique et donc du coup à décoder le sens des pronoms utilisés dans une phrase, par exemple. Et puis le dernier point, c'est l'utilisation de cartes graphiques qui ont permis de rendre l'apprentissage efficace. Issu du monde des gamers initialement, et puis maintenant, aujourd'hui, c'est devenu en soi un business essentiel de produire ces cartes graphiques. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire les slides, l'écran n'est pas gigantesque, c'est une petite blague, un petit peu pour dire à quel point l'IA peut être décevante intellectuellement, hein. C'est quelqu'un qui est assis sur un tas qui représente un tas de données. Euh, et l'autre, le personnage à côté lui demande, c'est ça ton système d'apprentissage? Alors le petit bonhomme sur le tas dit, bah oui, tu mets les données sur ce grand tas d'algèbre linéaire, tu récupères les réponses de l'autre côté. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si les réponses sont fausses? Eh ben, c'est pas grave. On refait juste le tas, on le remue un peu jusqu'à ce que les réponses aient une bonne tête. Voilà. Mais c'est ça. C'est-à-dire que le système, en fait, on lui fait repasser les données plein de fois jusqu'à ce que, et il s'améliore à chaque fois, il n'y a pas de problème, jusqu'à arriver à donner les bonnes réponses. Et donc, on a perdu une forme de compréhension par rapport à ce que faisait le modèle, mais ça marche. Alors, l'IA pour le langage, eh bien, c'est un peu le même principe. Alors là, j'aurais aimé vous faire une petite démo sur Internet. Si j'ai, est-ce que tu as un browser que je peux utiliser? Je ne sais pas s'il va être possible de le mettre en zoom, mais pour les gens en ligne, vous pourrez regarder la petite démo qui est sur donc bbicroft.net/LLM. C'est un petit démonstrateur de GPT. Je ne sais pas si Voilà. Donc, je vous montre un modèle, un mini-modèle de langage comme celui de ChatGPT. Alors, c'est une espèce de son ancêtre qui s'appelle NanoGPT. Et c'est un tout petit modèle qui n'a que 85 000 paramètres. Et donc, il ne sait traiter que trois lettres. D'accord? C'est un peu comme le Shadok, vous savez, qui avait quatre syllabes. Ben, lui, il n'a que trois lettres. Voilà, donc, c'est le GPT des Shadok, si vous voulez. Et donc, ce que vous pouvez faire donc, en un mois avec des lettres, c'est de faire des séquences. Et le problème que va se poser pour s'entraîner à un modèle de langage, c'est de prédire c'est quoi la lettre suivante dans la séquence. Alors, techniquement, les lettres, on les appelle des tokens. Alors, ça peut être des lettres ou des petits mots, hein, des petits groupes de lettres, des syllabes, si vous voulez, peu importe, ou des mots. Euh, mais bon, pour faire simple pour nous, dans notre monde Shadok, on va prendre, donc, on n'a que trois lettres A, B, C. Et donc, trois lettres qui sont un petit peu comme des indices, voilà, et on peut les coder. C'est équivalent à des nombres, hein, A c'est 0, B c'est 1, C c'est 2, et voilà. Alors, donc on a nos tokens, et on va ensuite avoir deux types d'objets. Les objets en vert qui dépendent de la séquence courante, et puis les objets en gris qui sont des paramètres appris par le modèle. Donc là, vous voyez, on a 6 tokens dans notre entrée. On voudrait calculer quel est le septième qui vient après. Voilà. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que les tokens, on va leur présenter par un vecteur, voilà, qu'on appelle un embedding. Alors, plongement en français, c'est un peu compliqué à se représenter, mais donc c'est juste un vecteur qui représente ce que c'est. Alors, un vecteur de dimension 48 en l'occurrence. Donc, vous voyez les petits vecteurs là qui se bougent sur l'écran. Bon.
Pourquoi est-ce qu'il faut un si long vecteur pour représenter juste une petite lettre? Bien, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que votre vecteur, il encode tout ce qui vient avant dans le texte, toute l'histoire du texte qui précède. Et donc, il va falloir qu'il encode un contexte. Et donc, si vous voulez prédire correctement, ben, il faut savoir, entre guillemets, ce que dit l'histoire pour pouvoir statistiquement donner une bonne réponse. Et donc, euh, on va avoir besoin de ces 48 dimensions pour encoder tout ça, même dans notre petit vocabulaire. Et ensuite, cet embedding, donc ce vecteur, on va l'envoyer dans une machine qui fait essentiellement des produits vecteurs, matrices vecteurs, donc des choses assez bêtes, et applique des petites fonctions mathématiques, des softmax, et puis qui recommence plusieurs fois, mais de façon en appliquant donc les poids qui ont été appris, qui incluent des informations sur la position et sur la nature du token. Et donc c'est parti. Vous voyez que, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur l'écran, mais donc tous nos petits produits vecteurs matrices se font. Et ça crée des nouveaux vecteurs qui sont envoyés à la couche suivante, qui recommence, qui fait à peu près la même opération, etc. Et on a comme ça un modèle ici, il n'a que trois couches. Et vous voyez qu'on a fait un nombre de calculs assez invraisemblable à la fin. Et cette belle machine nous a pondu le token suivant, qui est un A. Voilà. Donc on a fait des dizaines de milliers de multiplications pour à la fin calculer le token suivant, qui était un A. Alors, ça, c'était NanoGPT, c'est une petite architecture. Alors, ouais, NanoGPT, il est là, hein. Je ne sais pas si vous le voyez encore sur l'écran, là. C'est ce petit, c'est le petit machin. Mais à côté, on a un GPT-2, un petit GPT-2, donc correspondant aux années 2018, hein, un vieux truc totalement nul. C'est déjà beaucoup plus gros, ça a 125 millions de paramètres. GPT-2 de taille XL, c'est 1,5 milliard de paramètres. C'est ce qu'on a fait oui, un peu plus tard, à peu près vers 2020, je pense. GPT-3, vous voyez qu'on a encore explosé la taille d'un facteur 10, d'un facteur 100. Et puis aujourd'hui, on n'est plus à GPT-3, on est parti à GPT-4, qui est une collection de GPT-3, et donc on a encore explosé la taille. À chaque fois, on explose la taille. Et donc, imaginez qu'un système comme GPT, à chaque fois qui doit calculer une phrase comme réponse, il va la calculer token par token. Et donc, chaque token fait des petits calculs, etc. En fait, ce sont les milliards d'opérations qu'il faut pour générer le token suivant. Et c'est pour ça que le coût d'un modèle de langage, ça n'est pas que stocker les données, etc. C'est juste faire tous ces calculs, ces produits matrices vecteurs qui font que le système, il est hyper coûteux. Donc, et ça, c'est différent. On n'avait pas ça avant, hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans les systèmes les grands modèles de langage génératif. C'est que l'usage du modèle est hyper coûteux en énergie. Alors, les gens travaillent hein, pour améliorer l'efficacité de ces modèles. Mais voilà. Allez, je reviens à la présentation. Euh, Ah ben parce que dans le corpus d'apprentissage, ce qui venait logiquement dans le texte, dans votre corpus de texte, c'était un A. Voilà. Donc j'ai mis un petit perroquet avec un téléphone pour dire que euh, l'IA, c'est un perroquet numérique, c'est-à-dire que au fond, elle ne fait que nous restituer les textes que nous lui avons gentiment fournis. Voilà. Alors, pourquoi, maintenant, on va prendre un petit peu de recul. Pourquoi l'IA nous impressionne-t-elle? Euh, peut-être que, alors il y aurait bien des réponses à ça. Je pense qu'il faut s'interroger sur ce que nous appelons l'intelligence, hein. Au fond, pourquoi nous avons l'impression qu'il y a est intelligente. Et pour ça, pourquoi? Parce que nous avons peut-être une définition de l'intelligence qui s'est un petit peu gauchie au fil de l'histoire. En fait, l'intelligence, c'est une faculté qui a plusieurs facettes, hein. Intuitus et ratio, ce sont un petit peu deux facettes de l'intelligence. Intuitus, c'est la capacité à saisir quelque chose de vrai, et ratio, c'est la capacité à raisonner dessus. Au Moyen Âge, on voyait les deux ensemble, et on ne prenait pas l'un sans l'autre, enfin, dans la grande tradition scolastique, etc. Et il s'est produit un virage dans l'histoire. Alors, c'est intéressant que Jean-François Mattei ait parlé de Francis Bacon, parce que précisément, c'est peut-être le premier à avoir fait ce virage, en disant, non, l'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Et quand vous dites ça, vous avez tout changé, hein. Euh, la- vous faites de l'intelligence un instrument.
Et cette vision a une grande fortune. Ensuite, hein, on connaît la célèbre formule de Hobbes, le raisonnement, c'est du calcul. Voilà. Donc cette idée que, au fond, tout n'est que calcul. Ça a donné bien sûr le matérialisme, le positivisme. Je ne vais pas du tout redresser enfin, redessiner toute cette histoire, ce serait trop long. Mais donc, juste pour dire que nous sommes entrés dans cette vision peut-être un petit peu particulière de l'intelligence. Or, l'IA, justement, eh bien, elle est excellente dans ça. Elle fait du calcul, elle calcule mieux que nous, hein. Avec tous ses neurones, elle a des capacités que même nous n'avons plus, hein. Enfin, nous n'avons pas. Et donc, elle nous impressionne. Mais peut-être qu'il faut se souvenir qu'elle n'a qu'une facette de l'intelligence. Et puis, aussi, peut-être que nous nous trompons un peu sur l'intelligence. Nous ne nous rendons pas compte que, enfin, nous sommes peut-être moins créatifs que nous le pensions. C'est-à-dire que nous sommes faciles à pasticher si nous regardons ce que nous produisons tous les jours comme échange, comme parole, comme texte, etc., c'est quand même, de façon affligeante, c'est absolument toujours la même chose, d'accord? Donc, euh, euh, nous ne sommes pas si souvent créatifs que nous le croyons. Voilà. Euh, Alors, et je voudrais surtout tout de suite remettre en face l'autre dimension du problème. L'IA est limitée. Et bon, Bruno l'a déjà dit, donc je vais aller très vite. Elle n'a pas ce que j'aime appeler une conception du monde. C'est-à-dire que le fait que les mots correspondent à une réalité, qu'il y ait quelque chose comme un espace, un temps, le fait qu'il y ait un temps, ça suppose qu'il y a des anticipations, qu'on va se référer au passé pour réfléchir à ce qui vient après. Et notre esprit fait ça de façon euh, permanente et de façon totalement inconsciente, hein. Une physique, si je lâche un objet, cet objet tombe. Voilà. Euh, L'expérience, la pragmatique, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais tout ça manque au système d'IA actuel. Il manque l'agentivité. L'agentivité, c'est le fait de savoir que je peux agir sur le monde et que si j'agis sur le monde, je vais changer l'état du monde. Voilà. Et ça, l'IA, pour l'instant, peut-être en train de changer, mais n'est pas couplé à des agents et donc n'a pas cette idée d'une boucle d'action où j'agis sur le monde. Et puis, il manque le corps. Je pense qu'on va y revenir aujourd'hui. Peut-être, je pense que Thierry Magnin y reviendra. Mais bon, on peut parler de l'articulation entre corps et esprit indispensable à la conscience, enfin, au moins selon certaines théories de la conscience, on pourra en discuter. Et puis, quand on dit corps, le mot, peut-être pour des chrétiens notamment, le mot est un peu dur parce qu'on peut avoir une vision un peu galiléenne du corps, un corps comme un objet géométrique, comme un corps physique. En fait, non, c'est une chair, c'est un corps habité, sensible, euh, d'une forme de passivité face à l'expérience. Et nous n'en sommes pas conscients, mais notre façon d'être dans le monde, c'est par notre corps. Nous avons une expérience du monde par ce corps sensible, et ça, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans l'IA. On peut faire des robots qui ont des senseurs et qui envoient des informations à l'unité de calcul, mais c'est pas la même chose. Alors, l'IA est-elle intelligente? Alors, poser cette question, alors, j'ai essayé de la poser de différentes manières. Euh, euh, cette question, elle suppose une forme d'assimilation de la cognition, le fait de connaître le monde, à du calcul neural. Et cette assimilation, elle est problématique. Elle tient à quelque chose définitivement, mais elle est incomplète. C'est ça que je veux dire. C'est que, bon, d'une part, on entend de plus en plus souvent dire que le vivant est un algorithme. Yuval Noah Harari, par exemple, dit des choses comme ça. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Le vivant, enfin, on peut comprendre, on peut modéliser certains aspects du vivant par des algorithmes, mais le vivant a cette capacité justement à peut-être à mettre en œuvre, à modifier, à s'auto-configurer. On appelle ça l'autopoïèse, hein. Euh, et donc, le vivant est plus complexe qu'un algorithme, alors que l'IA que je vous ai montré, hein, c'est un algorithme, c'est une recette. Euh, Bon, le vivant suit le principe d'homéostasie. J'imagine que Philippe Vernier nous expliquera ça peut-être plus en détail. C'est un principe de survie, un principe de persévérance dans l'être, pour le dire aussi comme ça, qui n'est étranger à ce qu'est l'IA. Peut-être pour répondre déjà à une question de Bruno, le cerveau est très loin d'être un dispositif de traitement de l'information. Il faut plutôt le considérer comme un dispositif de production du sens. Ce sont des neuroscientifiques qui disent ça. Ce ne sont pas des philosophes ou des chrétiens illuminés, hein. Ce sont
des scientifiques, des neuroscientifiques qui réfléchissent à ce que fait le cerveau. Excusez-moi, je suis un tout petit peu, je suis obligé d'aller vite parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, un autre point qui me paraît important de noter, c'est que si on veut comprendre la cognition, on n'arrive pas à la réduire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand on veut comprendre nos fonctions cognitives, on est obligé de faire appel au fait que des assemblées de neurones très importantes ont des propriétés émergentes qui sont difficiles à décrire en disséquant le système dans ses unités de base. Hein. Et donc, pour l'instant, la cognition, on est obligé de la comprendre, de recourir à ce concept d'émergence pour la décrire. Et j'hésite même pas à dire, c'est un peu provocateur, que les neurosciences sont encore tenues en échec par la complexité du cerveau. Quelque chose que vous entendrez rarement, mais moi je pense que c'est profondément le cas. C'est-à-dire que même des petits ensembles de neurones sur des petits organismes, on a encore du mal à comprendre aujourd'hui et modéliser leur fonctionnement. Et ça veut juste dire que c'est complexe et qu'on n'a pas encore réussi aujourd'hui à mettre en équation, à mettre simplement en ordre l'ensemble de la cognition. On a des hypothèses, on a des vues, mais je pense qu'elles sont extrêmement partielles et limitées. Alors, posons la question différemment. Est-ce que l'IA va devenir intelligente? Alors, je ne prédis pas l'avenir, mais on peut penser que oui, elle va progresser, et notamment en créant des agents autonomes. Alors là, je me réfère à un article de Yann Lequin, paru déjà il y a 3 ans, dans lequel il décrit une architecture, euh, euh, Joint Embedding Predictive Architecture, GEPA, et qui pourrait être un système intelligent, capable d'apprendre en fait. Et alors, le système est mis sur une image de cerveau, mais c'est juste une analogie. Mais en fait, ce que fait Lequin, c'est d'essayer effectivement, de comprendre structurellement comment fonctionne un cerveau pour dire, mais voilà, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on en tire pour faire fonctionner une IA. Et vous voyez que actuellement, ce que fait bien l'IA, c'est un système perceptif, c'est un système qui perçoit du langage, qui traite des symboles, qui traite des images, etc. Mais en gros, on en est resté à ce système perceptif. Derrière, il faut plein de choses pour que ça marche, hein. Il faudrait d'abord un configurateur qui soit un système qui sache prendre la main pour prendre des décisions. Si vous voulez faire un véhicule autonome qui marche, à un moment donné, vous avez besoin entre guillemets, d'un pilote, un système qui va dire bah là, ma mission, c'est d'aller à tel endroit, voilà. Mais ma mission, elle va changer tout le temps en fonction des informations que j'ai. Euh, Est-ce qu'il y a une tempête? Et donc, ce sont mes capteurs qui vont me le dire. Et donc, ma compréhension du monde, ma compréhension de l'état du monde va varier sans arrêt. Et donc, j'ai un world model qui est informé par la perception et sur laquelle que le configurateur va interroger et qui va envoyer de l'information vers le configurateur. Euh, Peut-être qu'à un moment donné, je vois que ma batterie baisse dangereusement, il faut que j'aille vite me recharger à une borne. Donc je dois changer d'objectif en cours de route. Et c'est indispensable pour que je puisse accomplir ma mission de base. Donc il faut que je hiérarchise mes objectifs en ne perdant pas de vue quel était mon objectif initial. Donc vous voyez qu'il faut derrière un système qui sache structurer, à partir d'une vision du monde, structurer des objectifs et ensuite structurer des actions. Ça nécessite aussi de définir ce que c'est que le coût, quels sont les risques que j'encours, quelles sont les limites de mon modèle. Voilà. Bon, je suis obligé d'aller très vite, je ne vais pas aller trop dans les détails de ces systèmes. Et donc, évidemment, à la fin, on a un acteur qui agit sur le monde. Et donc, vous voyez que pour l'instant, on a un système qui est totalement atrophié, qui fait très bien la perception, mais qui n'a pas du tout développé les autres facultés. Et donc, tant qu'on n'a pas ça, je pense qu'on est très loin d'un système véritablement intelligent. En particulier, les LLM qu'on célèbre aujourd'hui, à mon avis, il y a peu de chances de les voir devenir intelligents. C'est-à-dire que il leur manque toutes ces dimensions et je ne vois pas comment ils pourraient les acquérir. À mon avis, pour qu'elles viennent, il faut qu'il y ait quelque chose comme un agent qui agit sur le monde, qui se déplace dans le monde. Un cran plus loin, est-ce que l'IA va devenir consciente? Parce qu'on pourrait être intelligent et pas être conscient, hein. C'est deux choses différentes de mon point de vue. Alors, consciente, ouais, oulala, un mot piégé, très polysémique. J'arrive au bout de ma présentation, hein, rassurez-vous. La conscience définit, enfin, décrit à la fois l'état d'éveil, la conscience d'accès, le fait que je perçois une chose, je perçois une couleur, je perçois le geste d'une personne dans la salle. La conscience
phénoménale, qui est l'impression que me fait cette couleur, le fait que tout d'un coup la salle bouge un peu, ça évoque en moi, tiens, j'ai peut-être dit quelque chose qui les a fait réagir, ai-je dit une bêtise, etc. Et donc, il y a une impression, il y a une sensation qui est attachée à la perception. Et puis ensuite, la conscience morale, est-ce que j'agis bien, etc. Bon. Et donc ça, ce sont des dimensions différentes qui ne s'analysent pas de la même manière. Ensuite, il n'y a pas de consensus neuroscientifique réel sur ce qu'est la conscience. Il y a des théories concurrentes qui sont d'ailleurs assez compatibles dans l'ensemble, hein. Mais voilà, il y a quelques concepts en fait qui sont communs aux différents discours sur la conscience. L'idée de quelque chose d'unique, c'est-à-dire qu'à la fois le fait de la prise en compte de c'est moi qui suis conscient et donc j'atteste que je suis ce que je suis en quelque sorte. Ce qui implique d'ailleurs un rapport au corps, comme le dit Damasio, mais aussi unicité dans le temps. C'est-à-dire que je suis conscient de façon sérielle. Je suis conscient d'un contenu à un moment donné, de ma conscience phénoménale, de ma conscience d'accès, pardon. Je suis conscient d'une chose à la fois, et cette chose, en quelque sorte, prend la main euh, mon cadre mental. Voilà. Alors que notre perception, elle, est massivement parallèle, notre conscience est sérielle. L'idée de métacognition, le fait que non seulement j'ai une perception du monde, mais que je suis capable de la critiquer en quelque sorte, de combiner ce que je vois et ce que j'entends, de donner plus ou moins de poids aux différentes informations que j'ai, à mes attentes, à mes sensations aussi, ce qui vient de mon corps, etc. Et donc, il y a une forme de conscience de deuxième niveau qui, en quelque sorte, euh, dit donne la main plus ou moins fortement, donne une priorité plus ou moins forte à mes processus perceptifs. Et puis enfin, l'agentivité, j'en ai déjà pas mal parlé. Dire qu'une IA peut devenir consciente, donc c'est faire l'hypothèse du fonctionnalisme computationnel. Ce qui veut dire que, en gros, peu importe le substrat, ce qui compte, c'est la fonction. Au fond, le modèle qui tourne sur ce substrat, hein. En gros, peu importe que ce soit de la chair ou du silicone ou du carbone ou ce que vous voulez, ce qui compte, c'est les calculs, en quelque sorte, qui sont faits sur cette architecture. Donc, on peut voir nos neurones biologiques comme une architecture. Voilà. Mais en fait, cette hypothèse ne va pas du tout de soi. Et je pense qu'on va encore la discuter pendant des années et elle ne fait pas consensus dans la communauté scientifique, hein. Euh, Encore une fois, si je me réfère à Damasio, mais il n'y a pas que lui, mais je trouve qu'il l'a particulièrement bien dit et je vous renvoie à ses livres si ça vous intéresse. Hein, la conscience, elle se produit dans le rapport entre le corps et le mental, et dont on ne voit pas très bien quel serait aujourd'hui l'équivalent pour l'IA. En tout cas, c'est ce que dit Damasio. Et puis il y a un risque. Par ailleurs, je commence à voir des gens qui m'expliquent que oui, l'IA est consciente, elle pourrait être sentiente, elle pourrait souffrir, etc. Donc, si on commence à s'occuper de la souffrance des IA, moi je suis personnellement un petit peu troublé. Enfin, je pense qu'il y a assez de souffrance dans le monde humain, sans parler du monde animal, pour ne pas aller se préoccuper de... Voilà. Donc, il y a quelque chose d'un peu dérangé, si vous voulez, dans ces questions-là. Allez, continue un peu dans la science-fiction. L'IA va-t-elle prendre le pouvoir? Euh, Réponse paresseuse de ma part, pas celle que nous connaissons. Encore une fois, il manque l'agentivité. Si vous voulez prendre le pouvoir, encore une fois, il faut que vous sachiez que vous êtes dans le monde, que vous pouvez agir sur le monde et que vos actions auront un effet feedback. On sait que certains qui ont le pouvoir aujourd'hui ne vont pas très bien compris que leurs actions avaient parfois des conséquences qu'ils ne maîtrisent pas, mais voilà. Cela dit, non, on aurait tort de rire trop vite parce que il y a quand même pas mal de phénomènes qui peuvent se passer dans les années qui viennent, qui vont se passer certainement, et il faut être très attentif. D'abord, le nudging, c'est-à-dire que c'est le monstre doux, hein, le nudging, c'est le fait que on vous fait doucement, on vous incite à penser à des choses, voilà, et tout pointe vers quelque chose, voilà. Donc quand on contrôle l'information qui vient vers vous, quand on contrôle les canaux de communication, on peut doucement vous amener à un certain type de façon de penser. Il y a des tas de façons d'y arriver, mais bon, donc le monde du numérique
a beaucoup utilisé le nudging et ça va s'accentuer avec l'IA définitivement. L'IA, deuxième point, l'IA comme support d'autorité. C'est vrai parce que l'IA l'a dit. Dans quelques années, hein, on parlera plus peut-être de problèmes d'âge de la retraite ou je sais pas quoi, les réformes de retraite. Il faudra qu'un système d'IA nous dise ce qu'on doit faire et ma foi, le système d'IA aura raison. Ce qui n'est pas entièrement faux d'une certaine manière, c'est-à-dire que fonctionnellement, le système d'IA, il pourra nous donner des réponses, je veux dire, techniquement correctes à un certain nombre de questions. Maintenant, c'est quand même dangereux parce que d'abord, on doit vivre, enfin, on a dit ce matin, on vit dans une démocratie et on ne peut pas préempter le débat par des arguments d'autorité. Euh, et puis ensuite, il y a un phénomène de surconfiance, hein. On sait qu'un médecin qui utilise un diagnostic basé sur l'IA, il aura tendance à suivre l'IA et à faire un petit peu trop confiance à ce que dit l'IA. C'est normal, quand vous avez un outil qui marche bien, vous lui faites confiance, mais ben, on est comme ça, on est humain. On a tendance un peu ensuite à un moment donné à lâcher un peu la garde et donc à avoir trop confiance dans ce qu'a dit le système et de perdre un tout petit peu nos capacités critiques. Euh, des choses qui pourraient se produire qu'on n'a pas encore vraiment vues, mais qu'on peut anticiper, c'est des boucles étranges. Si les IA prennent des décisions, vous voyez que des IA qui sont connectées à d'autres IA, certaines qui contrôlent les canaux d'information, d'autres qui prennent des décisions financières, d'achat, etc. Vous pouvez imaginer des fake news qui circulent, qui font fluctuer les cours de bourse, qui créent des achats en masse, des ventes en masse, et on pourrait se créer des beaux crashs économiques et politiques, hein, avec des systèmes d'IA. Je pense que ça va arriver. Et puis, les grands modèles de langage, qui pourtant sont aussi bêtes que ce que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont quand même des propriétés déjà émergentes, assez étonnantes. Alexei Greenbaum, notamment, les décrit très bien. Voilà, il est grand temps de conclure en disant que l'IA va continuer à nous étonner parce qu'il y a des propriétés émergentes, effectivement, c'est-à-dire des propriétés qui n'étaient pas prévues dans le système, qui n'étaient pas encodées dans le système. Euh, et pour l'instant, voilà, nous, les humains, nous sommes, entre guillemets, nous avons des facultés étonnantes par rapport à celles des animaux notamment, mais parce que notre cerveau est plus complexe et que donc, a priori, la meilleure explication qu'on a, c'est les propriétés émergentes, hein. Donc, si ça se produit chez l'humain, ça peut aussi se produire chez l'IA. C'est une petite phrase de McCarthy d'ailleurs, amusante, quand ça marche, on n'appelle plus de l'IA. C'est-à-dire que euh, euh, quand tu as quelque chose, en fait, il y a une espèce de banalisation. Quand un système finalement fait partie de notre vie quotidienne, eh bien, on oublie qu'à un moment donné, ça a été une frontière. Évidemment, les performances computationnelles de ces systèmes sont d'une certaine manière supérieures à celles du cerveau. On pourrait discuter de ça, mais il se trouve que nous avons un goulot de conscience qui est extrêmement étroit, hein. Des chercheurs, des neuroscientifiques ont récemment montré que notre flux de conscience, si on le résumait en termes d'information, ce serait 10 bits par seconde. 10 bits par seconde, c'est pas beaucoup, hein. Si vous aviez un ordinateur qui reçoit Internet avec 10 bits par seconde, vous feriez rien avec, hein. Alors, notre rétine, hein, reçoit de l'information à 1 gigabit par seconde. Donc, notre perception est extrêmement riche, mais en réalité, l'information qui parvient réellement à notre conscience, elle a été extrêmement filtrée, sélectionnée. La plupart de nos perceptions sont restées inconscientes et le flux de notre conscience est extrêmement faible. Voilà. Et donc, il y a des goulots comme ça dans le cerveau humain et animal euh, et auquel l'IA ne sera probablement pas soumis, hein. Et donc, oui, les systèmes d'IA auront des capacités qui vont, entre guillemets, nous dépasser. Mais souvenons-nous que, au moins jusqu'à aujourd'hui, quand on voit les systèmes d'IA faire des choses fantastiques, l'intelligence, elle n'est pas que dans l'IA, elle est dans le couple entre l'IA et l'utilisateur. C'est l'IA bien utilisée qui fait des choses intelligentes, hein. Euh, L'IA est championne pour répondre à des questions, hein, ce que disait Francis Bacon, hein, résoudre des problèmes. Mais encore une fois, encore faut-il bien poser les problèmes. Et ça, c'est encore la prérogative de l'humain. Ou ce qu'appelle Daniel Handler, hein, la mise en situation. Encore une fois, euh, il faut instancier le problème et partant de notre vie, poser un problème qui peut être résolu par l'IA.
Ça, c'est quand même une capacité que nous avons qui est en fait étonnamment difficile à capturer. Voilà, peut-être pour conclure, alors, j'ai pas parlé du fait qu'on anthropomorphise les IA. C'est peut-être un sujet qui reviendra peut-être soit dans d'autres présentations ou qu'on pourra parler aussi à la session finale, mais peut-être qu'on prête beaucoup à l'IA parce qu'on l'anthropomorphise. Mais enfin bon, j'en parle pas plus. Je voudrais juste conclure en disant que le cerveau et l'IA, au fond, pourraient avoir des trajectoires divergentes, hein. Le cerveau, eh bien, il suit son principe d'homéostasie, où, et donc ce principe de survie, c'est ça qui a gouverné au long des générations la formation du cerveau et son évolution. Euh, le cerveau, il est sous-optimal. Il est fait pour être robuste, pour durer. Il n'est pas fait pour être optimisé. Les systèmes d'IA, on les optimise. Et donc, à la fin, on fait des choix qui sont différents. Les systèmes d'IA, d'ailleurs, on voit techniquement aujourd'hui, ceux qui font de la vision du langage, ils s'éloignent plutôt de ce qu'on comprend du cerveau. C'est-à-dire que les architectures les plus performantes ne ressemblent pas forcément à ce qu'on comprend, en tout cas, du cerveau. Et donc, il se pourrait qu'au fond, bah, ça reste un monde différent et que c'est finalement très bien comme ça. C'est-à-dire que l'IA, ça peut être un outil surpuissant qui va nous aider pour plein de tâches et qu'on n'a peut-être pas besoin de se cloner dans ces IA. Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci pour votre attention. Voilà, merci beaucoup Bertrand. Ça nous plonge vraiment dans un monde dont on a quand même du mal à même dessiner les limites, mais encore une fois, vous nous donnez des points de repère. Alors là, maintenant, on va prendre une pause bien méritée, je crois. On va simplement la raccourcir, ça vous ennuie pas pour respecter le délai global de la journée et en particulier tout à l'heure du déjeuner. Donc 20 minutes de pause, si ça vous convient. On se retrouve vraiment dans 20 minutes pour terminer notre matinée. Voilà, merci beaucoup.